Bon, tout d'abord, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre qui s'intitule Les fondations. Bien, on commence par donner un aperçu des fondations en disant que une fondation, c'est l'organe de la structure qui transmet au sol les charges et les surcharges provenant de la superstructure. Là, nous allons définir le rôle des fondations. Alors, on va dire le rôle des fondations est de recevoir les charges et les surcharges de la superstructure et de les répartir de manière uniforme sur le sol dans les conditions les plus favorables. Donc, on cherche toujours une position favorable de la fondation. Les fondations agissent comme interface entre la structure et le sol. Elles doivent distribuer les charges de la structure sur le sol. Bien, en général, c'est l'ingénieur génie civil qui va choisir le type de fondation. Donc, comment il va faire? Alors, nous allons dire que c'est la qualité du sol, support, qui oriente le choix du type de fondation. Lorsque le sol à la surface est de bonne qualité mécanique, on opte pour des fondations superficielles, telles que les semelles isolées, les semelles filantes, les radiers, etc. Maintenant, si par contre le sol à la surface est de mauvaise qualité mécanique, on opte pour des fondations profondes, appelées également pieux. Le choix définitif peut se faire dans une seconde phase en fonction du tassement produit. Alors, il se pourrait que des fois, on a un bon sol à la surface, mais juste en dessous, un sol compressible. Donc là, il faut faire attention. Bien, maintenant, nous allons classer les fondations en deux grandes familles et une petite famille. Donc, voici deux types de fondations. Et le classement des fondations se fait suivant le rapport entre l'encastrement D et la largeur ou le diamètre B. On distingue, suivant ce rapport, que lorsque D sur B est inférieur à 4, là nous avons affaire à des fondations superficielles. D sur B compris entre 4 et 10, ce sont les fondations semi-profondes. On peut donner comme exemple les puits des piles de pont. Pour le rapport D sur B supérieur à 10, c'est les fondations profondes. Bien, maintenant nous allons diviser le chapitre en deux, les fondations superficielles et les fondations profondes. On va commencer par la première classe. Donc, on va dire pour les fondations superficielles, on distingue plusieurs formes de fondations superficielles. On va commencer par les plus courantes, c'est les semelles isolées. Alors, ces semelles isolées peuvent être carrées, rectangulaires ou même circulaires. Mais ces semelles vont supporter un poteau. Donc, ces semelles sont situées sous des poteaux de même forme. Donc, il y a lieu de garder la même forme. Elles ont des dimensions limitées. Donc, on ne peut pas trouver une semelle isolée qui fait 10 mètres. Donc, c'est des semelles isolées qui varient entre 1, 1,5 à la limite jusqu'à 3. Bien. Les semelles filantes. Alors, les semelles filantes, c'est des semelles ayant une forme rectangulaire, mais avec une longueur très grande par rapport à la largeur. Là, on désigne une semelle filante lorsque la longueur est 10 fois plus grande que la largeur, même plus. Les radiers, ce sont des semelles qui ont des dimensions relativement grandes et les radiers supportent plusieurs poteaux et voiles. Je n'avais pas dit tout à l'heure, les semelles filantes supportent des voiles ou bien plusieurs poteaux. Bien, là nous allons aller vers une notion très importante, c'est la notion de la capacité portante. Donc voici un schéma. Et là nous allons faire l'étude. On va commencer par supposer une semelle filante de largeur B. Alors, soit une semelle filante de largeur B encastrée à une profondeur D dans le sol. On exerce sur la fondation une charge verticale Q qui augmente progressivement jusqu'à la rupture. Donc voici un schéma relatif. Alors, tout d'abord, on va faire un changement. Cette hauteur de sol, nous allons la remplacer par une charge équivalente. Et on va dire la semelle, elle repose sur le sol. Donc, j'ai enlevé le trait désignant
le niveau du sol, je l'ai remplacé par une surcharge. Maintenant, je vais étudier l'équilibre des forces. Alors, à la rupture, il se forme un coin. OK? Un coin A'OA. Donc, mais il est en équilibre limite, puisqu'on a dit à la rupture. Ce coin, qu'est-ce qu'il fait? Il refoule le sol de part et d'autre, donc sur les parois OA et OA'. Ces parois agissent comme des écrans de butée. Donc j'ai un écran de butée, un deuxième, il y a un problème de symétrie. Je fais une étude de ce côté-là et je multiplie par 2. On suppose tout d'abord que le sol au-dessus de AA', donc celui-là, agit comme une surcharge verticale d'intensité gamma T. Dans ce cas, la butée sur l'écran s'exprime par une force de butée et une force de cohésion. La force de butée, c'est l'expression classique, Kp gamma, gamma L au carré sur 2, plus Kpq, gamma dL, plus Kpc, Cl. Alors, les coefficients Kp gamma, Kpq, Kpc, ce sont des coefficients de butée correspondant à, donc nous allons décrire les 4 paramètres, bêta, lambda, delta et phi. Donc, le bêta égale 0. Pourquoi? Parce que la surface, elle est horizontale. Le lambda, si je regarde la figure, je vais reprendre la figure. Le lambda, c'est cet angle. Donc, je peux dire pi sur 2 moins θ. Par rapport à la verticale, bien sûr. Et delta égale moins phi. Pourquoi? Parce que nous avons un frottement sol-sol. Alors, nous allons faire l'équilibre des forces en disant, si je projette verticalement, on obtient Q plus W. Alors, W, je ne l'ai pas défini. W, c'est le poids de A'OA, c'est-à-dire le poids de ce sol. Voici l'expression. C'est gamma B au carré sur 4 tangente θ. Donc, Q plus W égale la projection de PP verticalement et la projection de C verticalement. Ça donne 2 fois PP, il y a une symétrie, cosinus θ moins phi, plus 2C sinus θ. Q représente la charge maximale à ne pas dépasser avant la rupture. Donc cette charge, c'est la charge maximale. Bien, on va définir maintenant Q en disant, tout d'abord, on définit la contrainte de rupture sous la fondation notée capacité portante. Donc la capacité portante, c'est quoi? C'est la contrainte maximale sous la fondation. QD égale Q sur B. Bien, nous allons écrire des équations. Entre autres, nous allons dire QD égale 2PP cosinus θ moins phi plus 2C sinus θ moins W divisé par B. Donc, le développement va me donner cette expression. Mais cette expression, je vais la simplifier en disant, c'est la même chose que QD égale gamma B sur 2 N gamma. Donc, tout ce terme, c'est N gamma. Gamma D NQ, également tout ce terme égale à NQ. Et ça, c'est NC. Alors, nous avons les moyens de déterminer N gamma, NQ et NC à partir de ce tableau. Donc, ce tableau, il est défini par Kako et Kerizel. OK? Donc, si vous voulez consulter, il faut aller voir ce document. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les valeurs de phi, les valeurs de N gamma, les valeurs de NQ et les valeurs de NC. Donc, j'ai écrit le titre du tableau, valeurs de N gamma, NQ et NC pour fondation superficielle d'après Kako et Kerizel. Bien. Maintenant, ça c'est valable pour les semelles filantes. Maintenant, que devient cette étude lorsqu'on a des semelles isolées et déradiées? Voilà ce que je vais dire. L'étude des semelles isolées et déradiées est un problème à 3 dimensions. Pourquoi 3 dimensions? Parce que là, on va prendre en considération et la largeur et la longueur. Alors, on ne sait pas traiter de manière précise ce problème. On peut donc utiliser la formule des semelles filantes en affectant à chacun des 3 termes un coefficient correcteur de manière empirique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication.
en fonction des résultats des essais de laboratoire et des résultats de mesures faites sur des semelles réelles in situ. Alors, le résultat finalement. La majorité des chercheurs ont proposé et accepté la relation suivante qui s'applique à l'ensemble des semelles, ou bien des fondations. Voici la fameuse formule. QD égale à 1 moins 0,2 B sur L, gamma B sur 2, N gamma plus gamma de NQ plus 1 plus 0,2 B sur L, c'est ainsi. Dans la formule, le B représente la largeur de la fondation et L la longueur de la fondation. Quelques cas particuliers. Pour une semelle carrée, le L égale à B, donc nous avons QD égale 0,8 gamma B sur 2 N gamma plus gamma de NQ plus 1,2, c'est ainsi. Pour une semelle filante, la longueur elle est très grande par rapport à la largeur, donc le B sur L tend vers 0 et on retrouve notre formule. Cas un petit peu particulier, c'est le cas des semelles circulaires. On a pu faire une étude théorique, Une étude théorique a pu être faite grâce à quoi? À la symétrie de révolution des semelles circulaires. Qu'est-ce que c'est que cette symétrie de révolution? Si vous prenez une tranche, le même phénomène va être sur le pourtour. Donc, vous étudiez une tranche, ensuite vous intégrez sur 2π. Bien, dans ce cas-là, voici les valeurs de N gamma, NQ, NC, le tableau. Et là, nous allons faire quelques cas particuliers, entre autres, le cas des charges excentrées. J'ai une semelle, mais la charge, elle est excentrée par rapport à l'axe de la fondation d'une distance petite e. Alors, comment on étudie ça? Tout simplement, on ne peut pas l'étudier, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fondation fictive où la charge, elle est symétrique. Alors, on attribue à cette semelle une largeur fictive B' centrée sous la charge et on néglige l'autre partie. La charge portante Q est égale à, voici l'expression, Q égale B'QD égale B' gamma B' sur 2 N gamma plus gamma de NQ plus C ainsi. Le B' est égal à B moins 2 fois E, E étant l'excentricité. Une synthèse, autrement dit, on traite une fondation fictive de largeur fictive B' au lieu de la fondation réelle de largeur réelle B avec B' égale B moins 2E. Bien, maintenant, rapidement, nous allons faire un autre cas, c'est lorsque la semelle elle-même se trouve sur un sol stratifié. Alors, voici le commentaire. Il est très rare que les massifs soient homogènes. Il faut toujours s'assurer de la nature des sols sous la fondation sur une certaine profondeur. Il arrive parfois que le sol sous la fondation soit de bonne qualité mécanique, mais que le sol sous cette couche soit de mauvaise qualité mécanique ou compressible. Il arrive que cette couche résistante, lorsqu'elle n'est pas assez épaisse, peut se rompre à cause de la présence de la couche compressible qui se trouve au-dessus. 3 cas peuvent se présenter lorsque H sur B est supérieur à 3,5. Voici le H et le B. Donc H, c'est la distance entre la base de la fondation et la limite de la couche. Donc nous avons une couche résistante et une couche compressible. Alors, lorsque H sur B est supérieur à 3,5, c'est-à-dire que le H est 3,5 fois supérieur à B, on va dire que la couche, elle existe, mais elle est très loin, donc elle n'a pas d'effet. La couche compressible est très loin, on ne tient pas compte de cette couche compressible et faire comme si elle n'existe pas. Deuxième cas, H sur B compris entre 1,5 et 3,5. C'est-à-dire que la couche, elle existe, elle n'est pas très loin, mais elle n'est pas très proche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule dans ce cas la force portante. La force portante à la partie supérieure de la couche compressible, ici, et on va la comparer aux surcharges produites à ce niveau par la fondation. Bien, maintenant, lorsque H sur B est inférieur à 1,5, donc cette valeur, elle est très faible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va supposer que la fondation, elle repose directement là. Dans ce cas, on calculera la fondation comme si elle repose directement à la surface de la couche compressible. Mais là, on va soulager un petit peu les choses. On va prendre une largeur légèrement plus grande, B'. Le B' est égal à B, facteur de 1 plus 2 tiers de H sur B au carré. Bien, maintenant,
on ne va pas dimensionner une fondation avec la contrainte limite. Il y a lieu de prendre une contrainte admissible. Donc, contrainte admissible et une notion de sécurité. Donc là, la philosophie va changer. En règle générale, on définit deux contraintes. Une contrainte initiale et une contrainte maximale. On définit deux contraintes initiales avant la mise en place de la contrainte, de la fondation. De la fondation, je vais corriger tout à l'heure. Une contrainte limite qui représente la contrainte maximale que peut supporter le sol, QD. Donc nous avons sigma I et QD. Là, j'ai représenté les deux contraintes sur un axe, sigma I, QD. Et là, on prend une sécurité où? Juste au niveau de cet espace. Donc si je prends par exemple un coefficient de sécurité de 3, cet espace, je vais le diviser en 3 et je vais prendre la première tranche. D'où la relation suivante. On définit ainsi QAD égale sigma AD, contrainte admissible. C'est la contrainte initiale plus la contrainte maximale moins la contrainte initiale, cet espace, divisé par F. En général, on prend F égale 3. Bien, sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.